Connu sous le nom du tailleur de chair durant les guerres mandaloriennes, Démagol fera beaucoup parler de lui de par les expériences atroces que celui-ci mena durant sa vie. Je me présente, je suis le maître des archives, Korib, et aujourd'hui nous allons parler du médecin mandalorien le plus dérangé que l'histoire n'ait jamais connu. Assieds-toi et écoute attentivement, jeune padawan, car nous allons analyser une partie de nos archives. Alors qu'il n'était encore qu'un enfant, Antos Virik fut enlevé par des Iscolonis, qui menaient un raid sur la planète de Antos dans le but de se procurer des esclaves qui leur serviraient de nouveaux cobayes. Les Iscolonis étaient des cyborgs vivant sur la planète Iskadrel, et cette civilisation était très renfermée sur elle-même par rapport au reste de la galaxie. Ces derniers ne quittaient leur monde que dans le seul et unique but d'organiser des raids comme celui dont Antos Virik avait été victime. Ces cyborgs ne vivaient que pour les sciences médicales et les biotechnologies, mais, à l'image des droïdes, ces derniers ne ressentaient aucune émotion et par conséquent aucune empathie pour les personnes qu'ils enlevaient et à qui ils faisaient subir d'horribles expériences. C'est donc dans ces conditions sociales peu communes que le jeune Antos Virik passa la majeure partie de son enfance, apprenant à manipuler le matériel chirurgical comme le faisaient ses ravisseurs. Dû à cette vie à l'écart du reste de la galaxie et des autres civilisations, Antos ne put développer l'empathie caractéristique de son peuple, les Zeltron, qui possèdent, normalement, la capacité de ressentir les émotions des autres. Ce dernier était aussi froid et antipathique que pouvaient l'être les Iscolonis, et de par l'endoctrinement de ces derniers, Antos devint vite obsédé par le savoir scientifique et le domaine biomédical. En moins 4000 avant la bataille de Yavin éclata la Grande Guerre des Sith. Lors de ce conflit, les croisés mandaloriens envahirent la planète Iskadrel et récupérèrent tous les esclaves, Antos compris, et introduisirent ces derniers à la culture et au mode de vie mandalorien, mettant brutalement fin à leur horrible mode de vie qui leur avait été imposé. Antos eut l'honneur d'être initié aux arts et aux techniques de combat mandaloriens, par nul autre que Mandalore l'Indomptable, le chef des Mandaloriens en personne, et il rejoignit le rang de ses croisés. C'est lors d'une bataille face au seigneur Sith Ulic Qel-Droma que Mandalore l'Indomptable fut finalement dompté par le Sith lors d'un duel sur le monde de Quar, détruisant ainsi l'image du guerrier invincible que Antos Virik s'était fait de son maître. La défaite de ce duel marqua le début de la participation des Mandaloriens auprès des Sith face aux Jedi durant le conflit. Mais Antos n'arrivait pas à se faire à l'idée que le puissant Mandalore ait pu perdre face à un étranger. Il se mit donc à avoir un intérêt tout particulier pour les Jedi et le pouvoir de la Force. C'est suite à la défaite de son chef qu'il se mit à chercher une explication scientifique à la manifestation de ce pouvoir mystique, dont l'utilisation est réservée aux êtres qui y sont sensibles. Dans le but de trouver une réponse à ces interrogations, il infiltra un jour les appartements privés d'Ulic, dans le but d'y rechercher un quelconque indice. Il y trouva une toche Jedi qu'il garda précieusement, espérant pouvoir extraire l'ADN d'un Jedi. Antos avait désormais un nouvel objectif, un nouveau projet. Pouvoir manipuler la Force, la distribuer à n'importe quel individu afin de créer des chevaliers mandaloriens sensibles à la Force. Suite à la Grande Guerre des Sith, qui prit fin en moins 3996, avant la bataille de Yavin, et à la mort de Mandalore l'Indomptable, Antos Virik se retrouva seul, livré à lui-même, et il décida de rejoindre les mondes de la République. Le Zeltron intégra une université sur Arcania, au sein de laquelle son savoir scientifique et son intelligence lui permirent d'être l'un des élèves les plus prometteurs. Malheureusement pour lui, la famille Adaska, une puissante famille arcanienne qui possédait moult richesses et relations, mit la main sur Arcania et décida d'exclure de la capitale Adaskopolis et de leurs universités tout individu n'étant pas arcanien de sang pur. Antos, ainsi que les nombreux étrangers présents sur Arcania, se retrouvent marginalisés, en particulier les Sions, considérés comme une sous-espèce arcanienne. Antos nouera avec certains d'entre eux un fort lien d'amitié et continuera à avancer et à se cultiver aux côtés de cette communauté. Durant cette période, Antos prit le temps de s'intéresser à la robe d'Ulic Qel-Droma et découvrit, grâce à un cheveu récupéré sur la dite robe, qu'elle avait appartenu à un puissant Jedi du nom de Arca Jet, l'ancien maître de Ulic. Antos espérait pouvoir créer ces fameux chevaliers mandaloriens grâce à l'ADN de Arca Jet. Cette nouvelle découverte motiva Antos, quelque temps plus tard, à mener une équipe de chercheurs jusqu'à la planète forestière d'Ossadia,
Il y fit bâtir une base de recherche spécialement destinée à l'étude de la force et à la formation des chevaliers mandaloriens qu'il imaginait depuis des années. Le Zeltron était d'ailleurs en contact avec Mandalore l'Ultime, le successeur de Mandalore l'Indomptable, pour le tenir au courant de l'avancée de ses recherches. Les enseignements des Iscalonis refirent immédiatement surface et Antos commença à mener des opérations et des expériences chirurgicales poussées et illégales, telles que la modification génétique in vitro. Cependant, le fait que Arcajet n'était pas de souche pure et possédait du sang de Sephi posa quelques difficultés aux Zeltron. Nombreux furent ses échecs et ses sujets d'expérience, jusqu'à ce qu'ils parviennent à une naissance réussie, issue de 2 chercheurs sions. Cette jeune fille fut appelée Edessa. Et d'après la même recette, de nombreux enfants furent conçus et intégrèrent le programme génétique. Et à cette même époque, Antos eut une relation amoureuse avec une Zeltron et donna naissance à une fille, Shantik. Elle-même avait subi les modifications génétiques établies par son propre père, ce qui faisait d'elle un individu à la fois Zeltron, Arcanien et Sephi. Étant avide de nouvelles souches pour ses expériences, Antos négocia des accords en secret avec le Creuset, un organisme de commerce d'esclaves pour obtenir de nouvelles familles. Il alla même jusqu'à échanger sa propre fille Shantik, qu'il considérait comme trop perturbatrice, en échange de plusieurs familles. Mais la présence du Creuset commença à prendre une proportion inquiétante dans les affaires de l'Académie de Virik. Deis Goliar, le contact qui réalisait les échanges, finit par organiser un raid sur Ossadia, et il s'empara de tous les enfants et étudiants destinés à devenir des chevaliers mandaloriens. L'ancien officier de la République dévasta les laboratoires et réduisit à néant tout ce qu'avait bâti Antos, alors que celui-ci était sur le point de faire part de sa réussite à Mandalore. Et en apprenant que c'était le Zeltron qui avait conduit ces esclavagistes sur Ossadia, et qu'il était responsable de l'enlèvement de leurs enfants, tous ses collègues chercheurs le délaissèrent. Abattu par cette perte, il jura de chercher tous les enfants qui avaient été le fruit de ses recherches. Mais cette quête le mena sans cesse à l'échec. Virik retourna donc voir Mandalore, plus froid que jamais, et prêt à tout pour faire progresser ses recherches. Il finit par gagner le surnom de Démagol, le tailleur de chair. Démagol gagna la confiance de Mandalore l'Ultime, qui lui assigna la direction de la station de recherche Flashpoint, une base initialement construite pour un usage scientifique et récemment capturée par les Mandaloriens. Démagol reprit ainsi ses études sur la Force, cette fois-ci à partir de prisonniers de guerre Jedi que lui fourniraient les Mandaloriens. Il restait convaincu que ses recherches allaient révolutionner l'armée, et qu'il apporterait des avancées bien plus significatives que n'importe quel soldat néo-croisé. Cependant, Démagol ainsi que ses expériences ne faisaient pas l'unanimité au sein du peuple mandalorien. En effet, d'autres de ses congénères, tels que Cassius Fett et un officier néo-croisé qui lui avait été assigné du nom de Pulsifer, ainsi que de nombreux soldats mandaloriens, considéraient que ses projets de chevalier mandalorien n'allaient aboutir qu'à une perte de temps supplémentaire. Un autre mandalorien du nom de Rolandir avait lui aussi de nombreux doutes au sujet des expériences de Démagol, et posait beaucoup de questions à ce dernier lorsqu'il rapportait des prisonniers Jedi pour les expériences du scientifique. Ce qui déplaisait énormément à Démagol, qui considérait que le poseur de questions se mêlait de choses qui ne le regardent pas. Démagol put se défaire des questions de son confrère et se concentra plutôt sur la cargaison ramenée par Rolan, venue de la planète Surja. Ces Jedi appartenaient à un groupe qui agissait face aux Mandaloriens dans cette guerre sans le consentement du Haut Conseil Jedi, les revanchistes. Il put étudier des Jedi de tout âge et race, mais un spécimen fascina en particulier Démagol, un Jedi plus résistant et plus puissant que les autres, un certain Squint. Peu de temps après l'arrivée de Squint à Flashpoint, une présumée Jedi du nom de Jarael présenta un nouvel intérêt pour Démagol, car il s'agissait d'une Sion, et il avait hâte de l'expérimenter après en avoir terminé avec Squint. C'est peu de temps après l'arrivée de Jarael à Flashpoint que la station fut infiltrée puis attaquée par le Mandalorien Rolandir, allié aux amis de Jarael, Zane Carrick, Marn Hiéroglyphe, Camper et le droïde LB. Démagol fut assommé par Rolan tandis que le scientifique examinait le Jedi Zane Carrick, que Rolan s'était arrangé à faire passer en priorité dans les patients du Mandalorien pour le bon déroulé du plan. Après cela, Zane Carrick en profita pour prendre l'armure de Démagol et posa, à l'aide de la Force, des mines sur les vaisseaux mandaloriens pour simuler une attaque de la République et pour amener les Mandaloriens à fuir la station et ainsi prendre le contrôle de cette dernière.
Une fois la station prise et les Jedi sauvés, Demagol fut récupéré par Rolan et emmené sur Coruscant par les Jedi pour être jugé. Arrivé sur Coruscant, Demagol fut placé en observation dans un hôpital. Lorsqu'il se réveilla, l'infirmière qui était à son chevet prévint les autorités. Alex Quincargesimus, désormais connu sous le nom de Malak, amena Demagol devant la justice et l'interrogea avec véhémence. Celui-ci refusait de répondre aux questions du Jedi et exigeait sans cesse qu'on arrête de l'appeler par son surnom. Lors du procès, Malak dénonça les atrocités que faisait subir le docteur Demagol à ses sujets, dont Malak faisait partie. Petite anecdote, c'est d'ailleurs à cause de Demagol et de ses expériences que Malak hérita de son crâne chauve, qu'il gardera jusqu'à la fin de sa vie. Cependant, Demagol se libéra de ses chaînes. Le Jedi se fit donc un plaisir de mettre Demagol hors d'état de nuire, mu par la haine qu'il éprouvait à l'encontre des Mandaloriens et à l'envie obsessionnelle de les annihiler. Suite à cette démonstration de pouvoir, la panique s'empara rapidement de la foule, obligeant les gardes à conduire Demagol dans un endroit plus sûr. Ces gardes se révélant plus tard être des alliés de Demagol. Ainsi, le Mandalorien put s'enfuir loin de Coruscant. Il s'exilera sur Dexun pour continuer ses expériences sur les chevaliers mandaloriens jusqu'à son dernier souffle, mais en vain. Cette vidéo est maintenant terminée. Alerte, archives corrompues. Ah, toutes mes excuses, apparemment il y avait une erreur dans les archives. Voyons ça. Apparemment, le Mandalorien qui s'est fait malmener sur Coruscant était en réalité Roland Dir, et les gardes qui l'accompagnaient n'étaient autres que Zane Carrick et Marn Hieroglyph, qui s'étaient rendus compte que depuis Flashpoint, le Mandalorien qui les avait accompagnés durant toutes leurs aventures n'était autre que Demagol. En effet, sur Flashpoint, alors que Rolan venait récupérer Demagol pour le faire prisonnier et le livrer aux Jedi, ce dernier commit une erreur de débutant. Il avait retiré son casque alors que son ennemi respirait encore. Demagol en profita donc pour droguer Rolan et intervertir leurs identités. Pendant ce temps, Antos Virik se dirigeait en direction de Ossadia, accompagné de Jarael, ou plutôt, accompagné de Edessa, dans le but de sauver les anciens camarades de la jeune femme. Avant l'attaque, Antos offrit à Jarael le sabre laser du seigneur Sith, Exar Kun, un artefact permettant à l'utilisateur de la force qui le maniait d'accroître sa sensibilité et ses pouvoirs de la force. Jarael, qui avait reconnu son ancien instructeur, qu'il considérait comme son père, accepta le cadeau de Demagol, ainsi que la mission. C'est ainsi que Jarael et Demagol attaquèrent l'académie de Ossadia, qui était toujours en possession du creuset. Ils tuèrent tous les membres du creuset présents sur place, mais ne trouvèrent pas les camarades de Jarael. Ils se séparèrent donc pour accélérer leurs recherches. Jarael finit par tomber sur Shantik, qui avait eu une prémonition de sa venue sur Ossadia. L'affrontement commença et Jarael commençait à prendre le dessus grâce au sabre laser d'Exar Kun, et était sur le point de tuer Shantik quand Zane Carrick arriva à temps pour l'en empêcher, grâce à l'aide de Roland Dir, qui partit affronter Demagol. Zane débuta alors un duel contre Shantik qui avait récupéré le sabre laser à double lame du Sith. Et l'ancien Jedi avait le dessus jusqu'à ce que Shantik découvre, grâce à l'artefact Sith, sa grande sensibilité à la force. Mais alors que la Zeltron s'apprêtait à en finir avec le couple, Demagol arriva derrière sa fille, la poignarda et la frappa jusqu'à ce qu'elle dise où étaient les autres enfants ou expériences de Demagol. Elle avoua qu'ils avaient tous été enterrés vivants suite à un ordre qu'elle avait donné, peu après avoir eu une promotion au sein du creuset. Malgré cette perte, Demagol était persuadé qu'avec le sang de Jarael, il pourrait reprendre ses expériences. Mais Zane lui fit comprendre que Jarael n'était en aucun cas sensible à la force. Demagol se remémora les fois où Jarael avait utilisé la force, et se rendit compte que ce n'était pas Jarael, mais lui-même, qui avait utilisé son pouvoir. Demagol, tout comme sa fille, était sensible à la force, mais ne s'en était jamais rendu compte durant toutes ces années de recherche. Alors qu'il était encore sous le choc de cette découverte, Shantik bondit sur son père pour le poignarder. Demagol utilisa la force pour attirer le sabre laser de Exar Kun et celui de Zane jusqu'à lui pour se défendre. Il saisit la première poignée qui arriva jusque dans sa main et l'activa, transperçant Shantik et lui-même par la même occasion. Zane avait retenu son sabre laser avec la force pour que Demagol attrape le sabre laser à double lame de Exar Kun et l'active sans réfléchir. C'est ainsi que prit fin la vie de Antos Virik, alias Demagol, scientifique obsédé par les voies de la force, à tel point qu'il ne s'est jamais rendu compte que sa fille et lui-même étaient en mesure d'emprunter ses voies.
Cette vidéo est maintenant terminée. Pensez à vous abonner sur YouTube, Twitter, TikTok et Instagram, à partager, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche, et si jamais vous avez des idées de sujets dans les commentaires ou des critiques à faire, n'hésitez pas à me les partager dans l'espace commentaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Archives Jedi, et en attendant, n'oubliez pas. Pour Mandalore!